Elle avait retenu son souffle toute la nuit. La télé allumée en sourdine, les images du crash du vol 217 défilant, les visages effacés des passagers, les reportages, les plateaux où l'on parlait de pertes irrémédiables. Elle avait dit adieu à son mari la veille dans un échange de textos distraits. Bon voyage, reviens vite. Puis, le silence. Le matin, la confirmation. Le vol 217 s'était écrasé. Terroriste? Météo? Une fatigue des systèmes? On ne lui avait pas encore donné de réponse solide. On lui avait donné un nom sur une liste, une date, une poche de souvenirs qu'elle n'arrivait plus à trier. Son téléphone vibra, elle crut d'abord à une erreur. Allô? Une respiration, lourde. Puis, je suis dans la forêt, écoute. La voix, sa voix, légèrement étouffée, comme si elle passait à travers de l'eau. Un souffle derrière, du vent dans des feuilles trop fines, et puis un bruit, un cri lointain compressé, puis cette précision, le GPS, il va te montrer, sois seul. Le signal venait d'un point à 60 km de la ville. Une forêt que les anciens appelaient la forêt des racines perdues. On racontait qu'elle gardait les secrets que les hommes avaient enterrés trop profondément. Son pouls s'accéléra. Le téléphone ne coupait pas. Il était toujours connecté. Le dernier indice de ce qu'elle croyait être mort. Une odeur de pluie fraîche monta du balcon, entremêlée d'un relent de feuilles sèches et de terre remuée. Quelque chose dans cette voix lui disait qu'elle ne devait pas aller. Et quelque chose d'encore plus fort lui disait que si elle n'y allait pas, elle ne saurait jamais. Elle s'appelait Nadine Coutouan, 34 ans, professeure d'histoire dans un lycée privé d'Abidjan. Le genre de femme que rien ne semblait pouvoir déstabiliser. Toujours tirée à 4 épingles, lunettes rondes aux montures dorées, visage discret mais sévère, elle passait pour une personne rationnelle, presque glaciale. Jusqu'à ce que la tragédie la fissure. Son mari, Mathieu, travaillait pour une ONG environnementale. Ils s'étaient rencontrés à une conférence sur la déforestation près de Taï. Il avait parlé des esprits des arbres comme s'il les avait entendus. Elle l'avait pris pour un doux rêveur. Puis, avec le temps, elle avait commencé à écouter. À croire un peu. Mathieu avait une voix grave, enveloppante. Quand il parlait, on avait l'impression d'être à l'abri. Il n'avait pas d'enfant, mais avait 1000 projets, un voyage au Rwanda, une maison dans la brousse, un livre sur les traditions orales oubliées. Mathieu avait une obsession, documenter les croyances locales sur les lieux refuges, ces endroits où les morts pourraient, selon certains récits, se cacher au lieu de partir. Nadine, elle, restait sceptique, mais elle l'écoutait avec amour. Depuis le crash, elle n'avait parlé à personne, pas même à sa mère. Elle s'était enfermée dans leur appartement, tentant de reconnaître son odeur sur les vêtements restés au panier. Mais tout semblait l'abandonner, se dissoudre, et maintenant, cette voix. Un appel, une forêt. Elle savait déjà qu'elle irait. Pas seulement par amour, mais parce qu'une partie d'elle, profonde, enfouie, avait ressenti quelque chose de vivant dans ce message, pas un souvenir, pas une illusion, quelque chose qui attendait. Le téléphone avait sonné à 3h17 du matin. Un vieux Nokia 3310 que Mathieu gardait comme téléphone de secours. Il était resté dans le tiroir de leur table de chevet, batterie encore intacte. Elle n'avait pas entendu tout de suite, mais c'est le vibreur étouffé dans le tiroir qui l'avait tiré de son sommeil. Les murs baignaient dans une lumière bleutée, silencieuse. Une ambiance épaisse, comme du coton mouillé. Elle avait ouvert le tiroir, et là, le choc. Appel entrant. Mathieu. Le cœur cognant contre sa cage thoracique, Nadine avait décroché sans réfléchir. Une respiration, lointaine, comme un souffle déchiré entre deux mondes, puis une voix, grave, la sienne. Nadine, tu dois venir, je suis ici, il ne me laisse pas partir. Mathieu, mais déjà la ligne grésillait, puis se coupa. Elle passa le reste de la nuit à fixer l'écran éteint du téléphone, les mains glacées. À 5h41, elle consulta l'historique de l'appel. Reçu à 3h17, durée 12 secondes. Elle appuya sur localiser l'appareil via une vieille application de géolocalisation que Mathieu avait installée par paranoïa. Un point rouge apparut. Une forêt dense à 60 km au nord-ouest d'Abidjan, près du village de Zanzan Sokoro, un endroit sans réseau stable. Une zone signalée dans l'un des carnets de Mathieu comme faisant partie des zones muettes, là où, disait-il, les morts parlent plus fort que les vivants. Elle hésita, mais la sensation qui l'appelait, qui l'attendait, la tira hors du lit. Le jour même, elle prit un taxi-brousse jusqu'au village le plus proche. Le chauffeur refusa de la déposer trop près de la forêt, la regardant avec une peur sincère. Cette forêt, on y enterre les voix.
Si vous y allez, madame, marchez sans jamais répondre, même si on vous appelle. » Il la laissa à 2 kilomètres de l'orée. Elle marcha. Le sol était mou, détrempé par les pluies récentes. Des feuilles en décomposition libéraient une odeur acide et sucrée, presque écœurante. Les troncs se resserraient. L'air changeait. Plus épais, plus lourd, et puis elle entendit. Un téléphone qui vibre, sous ses pieds. Elle s'accroupit. Le sol tremblait, comme si quelque chose l'appelait dessous la terre. Elle gratta le sol avec ses mains. Le sol était humide, gras, presque vivant. Chaque poignée de terre semblait coller à sa peau comme une seconde chair. Le vrombissement du téléphone se fit plus fort, plus pressant, et puis, soudain, sa paume heurta quelque chose de dur. Un boîtier, bleu marine, couvert de boue, le Nokia de Mathieu, exactement le même. Mais elle avait le sien dans sa poche. Les 2 modèles étaient identiques. Même coque, même rayure sur le coin supérieur droit. Elle alluma celui qu'elle venait de déterrer. L'écran clignota. Et là, un enregistrement vocal se lança automatiquement, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait programmé. « Il m'a enterré ici, mais je ne suis pas mort. » « Pas tout à fait. Nadine, si tu entends ça, ne reste pas. Il vient quand on écoute trop longtemps. Il prend la voix, puis le souffle, et ensuite le reste. » Sa gorge se serra. L'air semblait s'être figé. Aucun oiseau, aucun insecte, juste le vent qui faisait gémir les feuilles, puis un autre bruit. Des pas, lents, lourds, humides. Elle se retourna d'un coup. Personne. Mais les bruits continuaient, tournant autour d'elle. Comme si quelque chose marchait dans un cercle parfait, invisible, traçant un territoire qu'elle n'avait pas le droit de franchir. Son souffle devenait saccadé. Elle se recula, trébucha sur une racine, tomba violemment. Dans sa chute, le 2e Nokia glissa de sa main et s'enfonça à nouveau dans la boue, comme aspiré. Et puis, silence. Plus de vent, plus de pas. Juste un chant, lointain, féminin, incompréhensible. Comme une litanie en langue ancienne, mêlant des sons familiers à des syllabes oubliées. Elle se leva, le cœur en feu. Elle voulait fuir. Mais quelque chose l'attirait plus loin, plus profondément dans les bois. Le GPS de son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit. Le point rouge s'était déplacé. Il bougeait, lentement. En direction du nord-est, ce n'était plus une localisation statique, c'était un signal mobile. Quelque chose ou quelqu'un l'attendait là-bas. Le message s'était effacé de l'écran du Nokia. Mais au fond de sa mémoire, les mots résonnaient comme un avertissement muet. Il vient quand on écoute trop longtemps. Elle se remit en marche, chaque pas devenait plus lourd. L'air était chargé d'un parfum étrange, un mélange de cire brûlée et de sang séché. Elle s'arrêta près d'un vieux baobab creux. À l'intérieur, des objets accrochés, des photos brûlées à moitié, des ongles humains ficelés ensemble, des pierres gravées de symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Et sur le tronc, griffé à même l'écorce, 217, il m'a pris dans le ciel, mais il descend maintenant. Je n'ai parlé à personne. Pendant 2 jours, j'ai gardé les rideaux fermés, le téléphone éteint, je ne mangeais plus. Je restais allongé dans mon salon, regardant le mur, comme s'il allait de nouveau respirer. Rien. Le dictaphone, je l'ai laissé là. Parfois, je l'entendais jouer sans que personne ne le touche. Toujours la même voix. Toujours ce « il est en vous maintenant » qui revenait, plus lentement, plus profond, comme un chant ancien venu d'un gouffre. J'ai tenté de le brûler. Il ne fondait pas. Il noircissait, mais refusait de se casser. Et puis, un matin, j'ai ouvert les yeux et tout était normal. Le soleil baignait l'appartement, le parquet grinçait sous mes pas, mais plus de murmures, plus de souffle. Le dictaphone était éteint, même le mur semblait intact, sans trace de fissure, mais l'immeuble était vide, plus aucun bruit. Aucune voix d'enfant, aucun claquement de porte. La voisine du 5A ne passait plus l'aspirateur à 6 heures. Le concierge ne sifflait plus dans la cage d'escalier. Le silence n'était pas paisible, il était absent, comme un trou aspirant tout ce qui vit. Je suis descendu. J'ai frappé aux portes. Rien. Pas une réponse. Même les boîtes aux lettres étaient vides, comme si plus personne n'y vivait. J'ai tenté d'appeler un ami. Mon téléphone n'avait plus aucun contact enregistré. Il n'y avait que moi. Et au fond du couloir, la porte de l'appartement 4B était grande ouverte. La forêt s'était figée. Plus de vent, plus d'insectes. Même les oiseaux, d'ordinaire si bruyants au crépuscule, s'étaient tus. Le temps semblait suspendu. Nadine restait agenouillée devant sa propre tombe,
incapable de parler, de bouger. Son téléphone, pourtant intact, n'émettait plus aucune lumière. Écran noir, plus de réseau, plus de GPS. Juste elle. Et ce silence. Un silence malsain, trop profond pour être naturel. Un silence qui semblait l'observer. Elle finit par se relever, tremblante. Son regard erra autour d'elle, mais la forêt ne ressemblait plus à celle qu'elle avait traversée. Les arbres étaient de plus haut, plus noueux, comme si les années s'étaient écoulées en quelques minutes. Le chemin qu'elle avait emprunté avait disparu, avalé par la végétation. Elle tenta d'appeler à l'aide, mais sa voix semblait absorbée par l'air lui-même, comme avalée. Son écho ne revenait pas. Elle jeta un regard derrière elle, plus de tombes, plus de stèles, seulement de la terre fraîchement retournée. Elle courut, sans direction, sans espoir. Ses jambes semblaient anneaux, trop lourdes, son souffle trop court, et puis, plus rien. Une coupure nette, comme si quelqu'un avait arraché un fil, plus de souvenirs. 3 semaines plus tard, une équipe de gendarmes forestiers en patrouille signale une odeur étrange près d'un vieux baobab isolé en lisière de forêt. En grattant la terre, ils découvrent un téléphone encore allumé, planté dans une souche moussue. L'écran affiche une unique notification, un nouvel enregistrement audio. Ils appuient, une voix de femme, tremblante, haletante. « Je crois que je ne suis pas seul ici. Il m'a montré quelque chose. Je comprends maintenant pourquoi le vol 217 a été effacé. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un crash. Ils ont voulu faire taire quelqu'un. Mon mari savait. Il m'a appelé pour m'avertir. Mais c'était trop tard. » Un craquement, une respiration rauque, puis un murmure, impossible à identifier, trop grave pour être humain. Et soudain, un cri étouffé, suivi d'un silence glaçant. Le fichier s'arrête net. Aucune trace de Nadine n'étant retrouvée, ni dans les bases de données, ni dans les registres de la compagnie aérienne, ni même dans les papiers qu'elle aurait dû laisser derrière elle, comme si elle n'avait jamais existé. Plus troublant encore, le téléphone découvert n'est de marque connue. Aucun numéro e-mail, aucun port classique. L'analyse technique révèle un composant interne portant une écriture inconnue, gravée à la main, semblable à des glyphes dogon, mais inversés. Un journaliste indépendant, intrigué par l'affaire, publie un article sur un blog conspirationniste. Il finit par recevoir un appel anonyme. La voix métallique le supplie d'effacer ce qu'il a écrit. Il refuse. 2 jours plus tard, il est retrouvé mort dans sa voiture, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Son téléphone, introuvable. Son dernier message vocal, un souffle, puis une voix identique à celle de Nadine. « Ne cherchez plus, il nous a trouvés. »